Hello la Doremi Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un épisode spécial parce que pour ce mois de l'amour, on va parler love. Donc cet épisode l'intitule Artiste, musique et amour. La vidéo elle va se diviser en deux parties. La première partie, je vais vous parler de l'importance de l'amour quand on crée en tant qu'artiste, donc toutes les inspirations amoureuses qui ont inspiré des artistes et pourquoi c'est important dans le monde créatif de toujours être inspiré par l'amour. Et dans une deuxième partie, je vais vous parler, et c'est la partie que je redoute, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à faire cette vidéo. Dans la deuxième partie, je vais vous parler des défis de l'équilibre en amour quand on est un artiste. En gros, je vais vous partager mes opinions sur quels sont les meilleurs matchs pour moi quand on est un artiste, quelles sont les questions à se poser quand on aime quelqu'un, quand tu es artiste, qu'on se pose pas forcément quand on n'est pas créatif. En vrai, cet épisode, c'est vraiment pour vous partager mes hot takes on love. J'espère que ça vous plaira. Déjà, pourquoi je parle d'amour? C'est parce que ça fait des mois que je lis ce livre qui s'appelle All About Love de Bell Hooks et qui fait que le sujet de l'amour, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus pour créer, que ce soit l'amour propre, le self-love ou même l'amour d'autrui. C'est vraiment un sujet qui occupe mes pensées depuis un petit moment maintenant. Et comme les artistes ont fait beaucoup de choses par passion, l'amour, c'est clairement quelque chose qui est au centre de notre création, au centre de notre quotidien et quelque chose avec lequel on peut galérer aussi. Déjà, pour moi, l'amour, ça influence la créativité parce que, en fonction de l'amour que tu te portes, c'est ça qui va déterminer la place que tu peux faire à tes projets. Je trouve que le vrai défi quand tu es un artiste, c'est de tomber amoureux de ton monde intérieur. C'est vraiment de te dire ce que tu as dans ta tête, il faut que tu arrives à tomber love. Oui, que tu tombes amoureux de ta manière de penser, que tu tombes amoureux de ta manière de faire, que tu tombes amoureux de ta manière de voir les choses. Et ça, je pense qu'en tant qu'artiste, c'est hyper compliqué parce que c'est ça qui va déterminer en fait déjà la fréquence avec laquelle tu vas créer. Mais ça va aussi influencer ta confiance en soi dans le sens où si tu es tout le temps dans tes pensées en train de te comparer, te dire oui de toute façon ce que je fais c'est pas assez bien ou il faut pas que je sorte ça, etc. Forcément tu vas pas réussir à cultiver l'amour pour tes créations comme quelqu'un qui se réveille tous les matins et qui se dit en fait I'm that shit, I'm that bitch, I'm gonna make it because it's me. Tu vois ce que je veux dire? Moi qui suis un fan d'R&B, j'ai remarqué que beaucoup de thèmes qui reviennent c'est l'amour et tu vois que les créateurs, enfin les chanteurs ou bref les créateurs d'R&B, parfois ils doivent passer par des phases douloureuses, par des ruptures, par des traumas, par des choses qui font pas plaisir en amour pour pouvoir drop les meilleures chansons d'amour. Je pense notamment à des artistes comme Mary J. Blige, Lauryn Hill, Beyoncé, bref et n'en passe, Alicia Keys, etc. Même Snow Allegra, bref, que ce soit ancienne ou nouvelle génération d'artistes. En fait je trouve que l'amour il y a deux extrêmes. C'est soit t'es quelqu'un de très positif et du coup tu débordes de joie et en fait pour toi c'est naturel de parler d'amour dans tes créations, quand tu chantes, quand tu composes, etc. Parce que tu débordes d'amour au quotidien et on va dire tu as peut-être un entourage qui te comble d'amour et du coup pour toi, tu as juste envie de partager la joie que l'amour procure. Et l'autre extrême pour moi, c'est en fait quand tu douilles en amour en fait. Quand tu souffres tellement, quand tu descends tellement bas, alors tu as un énième mental breakdown parce que I'm gonna say men are trash because... Bref, mais quand quelqu'un s'est une énième fois foutu ta gueule ou n'a pas respecté tes boundaries ou ne t'a pas aimé de la façon dont toi tu t'attendais à ce qu'elle t'aime et ça te met dans un décalage où tu comprends pas ce que tu ressens, t'en veux au monde entier et cette émotion-là te permet aussi de créer des choses incroyables. Donc je pense qu'il faut toujours garder en tête que l'amour c'est un flux, il y a des hauts et il y a des bas et quand on vit l'émotion de l'amour, il faut prendre en compte que c'est une émotion qui fluctue en fait. À un instant T, ça peut te faire mal, mais dans 2 ans, tu te diras putain, en fait, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. Je trouve que l'amour, c'est vraiment l'émotion la plus importante quand t'es un créatif. En tout cas, je trouve que c'est l'émotion sur laquelle tu devrais mettre ton attention. Parce que si tu regardes comment les gens te donnent de l'amour et comment tu donnes de l'amour aux autres, ça va peut-être te débloquer des choses pour créer en fait. J'y pense parce qu'il y a le film de Bob Marley qui vient de sortir et que je suis pas encore allé voir au cinéma, mais quand on écoute les musiques de Bob Marley, c'est clairement des musiques qui ont été basées principalement sur le thème de l'amour. Je trouve qu'il y a des genres musicaux comme ça, comme le reggae, comme le R&B, qui sont vraiment propices à découvrir genre des vision de l'amour, à découvrir des expériences de vie autour de l'amour. Dans ces styles musicaux, tu peux vraiment te nourrir d'expériences amoureuses. Mais sûr, on a plein d'autres. On parle d'amour dans la pop, dans le rock, dans tous les styles musicaux. Mais si je devais citer pour moi les styles musicaux qui m'ont le plus donné une philosophie autour de l'amour, c'est vraiment le R&B, la soul, la néo-soul et le reggae aussi. Tout simplement le reggae. En tout cas, le message de fond propulsé par Bob Marley, parce que je vais pas faire le mec qui est un gros écouteur de reggae. J'ai écouté principalement du Bob Marley quand j'étais jeune et j'en écoute toujours aujourd'hui, j'ai des vinyles de lui. Mais ouais, c'est principalement des sons qui font l'éloge de l'amour et que c'est un sentiment que tu devrais t'autoriser à vivre. Ok, maintenant on va parler du défi de l'équilibre entre la vie amoureuse et la passion musicale. De mes expériences personnelles amoureuses, j'ai réalisé que pour moi la notion la plus importante pour un créatif
qui cherche l'amour ou qui est en recherche d'un partenaire, c'est de se focus sur la relation au temps. Pour moi, souvent, ce qui ne fonctionne pas entre un artiste et une autre personne, c'est comment ces deux personnes voient le temps en fait. Quel temps tu passes à telle activité. Moi, dans mon cas, par exemple, je fais du piano, je fais du saxo. Et quand je le présente et que je dis ça, il y a beaucoup de gens qui me disent ah, waouh, trop bien et tout. Ah, tu me dragues et tout. Le saxo, j'adore et tout. I love it, blablabla. Et en fait, j'ai réalisé avec le temps que ces personnes-là, elles étaient juste intéressées par le résultat. Ça veut dire qu'ils sont impressionnés par les gens qui font du saxo, du piano, des trucs comme ça. Ils sont intéressés sur le produit fini. Par contre, quand il est question du process, ça veut dire combien de temps je mets pour apprendre un morceau de piano, combien de temps je mets pour apprendre un morceau de saxo, combien de temps je mets pour répéter, pour trouver de l'inspiration, etc. Et bah là, je trouve que ça ne matche pas souvent. Parce que, alors je vais te balancer un terme, mais pour moi, il y a ce qu'on appelle des bandeurs de créatifs en fait. Ils aiment que le résultat, mais ils n'aiment pas le process. C'est hyper cool de dire à quelqu'un ah, trop bien, tu fais du saxo, j'adore et tout, vraiment mon rêve, quelqu'un qui me joue au saxo et tout. Ok, très bien. Ça veut dire laisse-moi jouer pendant 5 heures sans te parler, sans t'écrire, sans te donner de nouvelles, parce que j'ai besoin de ce temps-là pour me focus. Et ça devrait être normal, c'est quelque chose que tu kiffes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que beaucoup de gens ne se préparent pas, quand ils sortent avec des artistes, au process de création qu'un artiste a besoin. Et souvent, les process de création, c'est des process qui sont individuels. Il y a des gens qui arrivent à créer avec les autres autour ou qui n'ont pas forcément besoin de cette de conditions de focus extrême pour pouvoir créer. Moi, je fais partie des personnes qui ont besoin d'être concentrées quand je veux créer. C'est grâce à une introspection personnelle que j'arrive à sortir ce que je sors. C'est pas suite à une activité de groupe ou un brainstorm. Donc, j'ai réalisé que ce qui fonctionnait pas souvent dans mes relations, c'était le temps que je m'autorise pour passer sur mes créations, parce que c'est un temps qui a été mis en opposition avec mes temps de relation. Aujourd'hui, je suis content d'être célibataire parce que ça me laisse le temps de me poser des questions, de lire sur l'amour, de m'inculquer, parce que je suis quand même un noblesse romantique, j'aime l'amour, En fait, c'est important de réaliser que chaque personne a un rapport au temps différent et que du coup, la personne avec qui tu vas te mettre doit avoir un rapport au temps qui est compatible au tien. Là, je parle de musique, mais par exemple, il y a plein de gens qui disent ouais, je trouve ça trop cool, les personnes qui lisent des livres et tout, je trouve ça trop intéressant et tout. Très bien, ça veut dire que quand je vais lire mon livre pendant 7 heures d'affilée ou pendant 4 heures d'affilée et que je vais pas te répondre à tes messages, il faudra pas pleurer, il faudra pas venir dire mais comment ça, tu me donnes pas du temps, tout ça et tout. Parce que si tu aimes ce que la personne fait, laisse le temps à cette personne-là de cultiver l'amour pour ses créations. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui obsède maintenant mes pensées. Je me dis, demain, si je me mets avec quelqu'un, le premier truc que je vais regarder, c'est son rapport au temps. Et d'ailleurs, petite anecdote, une fois, je me rappelle, j'ai rencontré quelqu'un, donc voilà, on flirtait, tout ça et tout. Et un jour, je vais chez cette personne-là, et en arrivant, je vois qu'il y a des tableaux. Et je vois que les tableaux, ils sont vraiment super beaux. Donc je dis à cette personne-là, ouais, franchement, ils sont super beaux les tableaux et tout. Elle me dit, ouais, c'est moi qui les fais. Alors, cette personne-là, j'étais pas du tout au courant qu'elle était artiste, ça m'a surpris. Et la première question que je lui ai posée, c'est en mode, ah ok, du coup, tu mets combien de temps à faire ça? Et la personne m'a répondu, bah chaque toile, je mets entre 6 mois et 1 an. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai réalisé, ah ouais, 6 mois et 1 an, c'est un process quand même qui est plutôt long. Il y a des artistes qui vont faire des tableaux toutes les semaines, d'autres toutes les après-midi, d'autres tous les 2 mois. Et en fait, ce qui m'a impressionné, c'est que c'était une personne qui avait vraiment conscience de son temps de création. Elle ne disait pas, je prends 6 mois, 1 an, parce qu'elle est flemmard, parce qu'elle procrastine, tout ça. C'est qu'avec le temps, puisqu'elle avait l'air quand même assez expérimentée, elle a compris que ouais, moi, chaque création, je vais mettre 6 mois, 1 an à le faire pour rajouter le niveau de détail dont j'ai envie, pour laisser mon esprit respirer, faire des allers-retours, etc. Et la personne, elle me disait, voilà, ça, c'est mon timing à moi. C'est pour ça que je pense que c'est hyper important quand on admire quelqu'un, quand on admire quelque chose d'unique, voilà, le talent de quelqu'un, la passion que quelqu'un met sur une activité, poser la question à cette personne-là. En combien de temps elle fait ça? Comment elle organise son temps pour faire ça, pour créer ça? Parce que c'est grâce à ça que vous arriverez à déterminer si cette personne elle match avec vous ou pas. Posez-vous la question à vous-même. Combien de temps idéal vous avez besoin par semaine, par mois de temps libre pour créer? Suite à cette analyse au temps, j'ai commencé à me poser la question quel type de personnalité match grave avec les artistes selon moi. Alors ça peut être de l'expérience, ça peut être juste des hypothèses, hein, je n'ai pas tout vécu. Mais dites-moi en commentaire si pour vous ce type de personne vous correspondra en amour ou pas. Mais par exemple, pour moi, un des meilleurs matchs pour un artiste, c'est sortir avec un gamer ou une gameuse. J'ai remarqué que les gamers et les gameuses, c'est les seules personnes que j'ai vues
qui ont ce truc où, en fait, ils savent combien de temps ils aiment jouer à leur console. Moi, par exemple, je sais que mes process de création, c'est des process assez longs. Ça veut dire que moi, quand je joue au piano, je ne peux pas jouer au piano une demi-heure. Je vais me laisser 3 heures pour jouer au piano, saxo pareil. Même quand je fais du montage, moi, tous mes process créatifs sont longs. Moi, en général, j'ai besoin d'une demi-journée. Mon téléphone il est en mode avion, je suis en mode off, parce que c'est le temps que j'ai besoin de créer, que ce soit de la vidéo, que ce soit de la musique, que ce soit même du graphisme, etc., des croquis, bref. J'ai vraiment besoin de ce temps-là. Et les gamers, je trouve que c'est des gens, en général, comme ils sont passionnés de ça, ils ont aussi des process assez longs. Donc ils vont jouer une soirée entière à un jeu pour débloquer un niveau, ou toute une demi-journée, ou toute une après-midi. Et du coup, je me dis qu'en vrai, niveau personnalité, pour moi, les artistes et les gamers, genre, c'est vraiment des personnalités qui pourraient vraiment matcher ensemble. Genre. En fait, le rapport au temps, pour moi, ça serait quelque chose de beaucoup plus facile à amener parce que chacun a envie de temps solo pour faire son activité qui le passionne. Ensuite, je dirais, alors, artiste et artiste. Je suis très mitigé. D'expérience personnelle, je suis très très mitigé. Parce que, pour moi, là où ça peut fonctionner, c'est quand, en fait, les deux artistes sont autant curieux de l'activité que l'autre. Ça veut dire que toi, tu crées, ton partenaire, il ou elle crée aussi. Et du coup, vous avez tous les deux un intérêt autour des créations de chacun. Et dans ce cas de figure, ça peut être intéressant. Mais vraiment, les artistes, on va pas se mentir, le truc le plus difficile à gérer, c'est les égos. Quand tu es un artiste qui a besoin d'énormément d'attention, qu'on te dise, voilà, qu'on te valide tes projets tout le temps, et que la personne en face, c'est un artiste qui n'a pas forcément besoin de beaucoup de validation, parce qu'elle a tellement confiance en soi que, vas-y, elle est en mode, en fait, que tu me valides ou pas, en fait, moi, ce sera la même chose. Et bah, je pense que ça peut être difficile, parfois, pas tout le temps, parce que soit il y en a un qui peut se sentir un peu en mode, ok, je suis avec un artiste, mais il s'intéresse jamais à mes projets, c'est tout le temps autour de son monde, autour de lui et tout, et du coup, tu te sens pas forcément aimé à ta juste valeur. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui se mesure avec le degré de curiosité. Quelqu'un qui te pose des questions souvent en mode, ah, au fait, ta création, elle avance, ah, au fait, on est où par rapport à ce projet-là, etc., etc. C'est quelqu'un qui, sans forcer, s'implique dans ta création et veut être un soutien pour toi, que ce soit émotionnel, de motivation, etc. Quelqu'un qui... pour moi, un bandeur de créatif, voilà, c'est mon terme. Quelqu'un qui est en mode, oh waouh, j'aime trop que tu fasses du piano, mais en fait, qui va jamais te poser des questions en mode, c'est quoi le dernier morceau que tu as appris, quand est-ce que tu as envie de jouer, etc., etc. Pour moi, ces personnes-là, c'est, comme je disais plus tôt, c'est des gens qui aiment le résultat et qui s'en foutent complètement du process. Et du coup, c'est des personnes qui pour moi, sont pas assez curieuses envers leur partenaire. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la curiosité de chacun qui fait qu'une relation entre artiste-artiste peut fonctionner. Je sais que, moi, de mon expérience personnelle, je sais que ouais, je suis sorti avec des gens qui malheureusement n'étaient pas très curieux par rapport à mes activités. C'est-à-dire au début sur le papier, c'était en mode oh waouh, trop bien, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, trop bien. Mais dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, malgré que je parle de mes projets et malgré que voilà, j'expose quand même ce que je fais, je raconte mes journées, voilà, je dis ça et tout, il n'y avait jamais d'intérêt. Tu vois, même des fois, tu poses des questions, il n'y a pas de et toi, tu vois. Et ça, vraiment, c'est les trucs où je me dis ah ouais, genre. Demain, je sais que après c'est moi, hein, je ne veux pas en faire une généralité, mais moi je sais que demain j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui s'intéresse un minimum à ce que je fais, qui s'intéresse un minimum à mes créations. Quand je dis qu'il s'intéresse, c'est pas genre en mode ouais j'ai partagé, il faut qu'il aille mettre un like ou commenter ça, j'en ai rien à faire. Genre c'est même pas une question genre de quand je partage au reste du monde. Justement, c'est avant que je partage. Quand le projet il est encore entre quatre murs, genre juste devant mes yeux, en fait j'ai envie de te partager ma vulnérabilité. Donc en fait c'est plus l'intérêt que tu vas porter pendant que je suis encore dans cette phase de vulnérabilité sur laquelle je vais porter mon attention. Donc voilà. Ça me fait rire parce que moi, par exemple, j'ai une relation avec mon piano où littéralement, les morceaux que j'apprends au piano sont le reflet de ce que je ressens. Ça veut dire que si tu me demandes c'est quoi le dernier morceau que tu as appris, c'est un peu, obvious comment je me sens ces dernières semaines ou ces derniers mois, parce que le titre ou l'émotion du morceau va te donner une idée sur ce que je ressens récemment, tu vois. Et ça me fume parce que dans ma dernière relation, la personne avec qui j'étais ne s'intéressait pas forcément à ce que j'apprenais au piano, à ce que je faisais au piano et tout. Le dernier morceau que j'ai appris avant que notre relation se termine, c'était « Tu ne vis que pour les caméras ». Donc j'ai envie de dire, c'est la personne qui a été concentrée. En plus, là, dit comme ça, on pourrait penser que je suis quelqu'un qui aime les mind games en mode oui, devine ce que je pense et tout, alors que non. En vrai de vrai, moi, je communique au tac en relation. Enfin, quand je m'exprime sur le piano, c'est souvent des trucs que j'ai déjà exprimés en réalité. Pour moi, il faut que quand tu sortes avec un artiste, ou quand tu veux créer une relation avec un artiste, il faut que tu t'intéresses à ce que la personne ressente. Parce que les gens oublient souvent que un artiste, il partage ses émotions.
il transcrit ses émotions, que ce soit en chanson, à l'écrit, au papier, en dessin, etc. Mais un artiste, il transcrit ses émotions pour les partager au reste du monde. Et en vrai, ce qui me tue, c'est que j'ai pensé pendant un moment que c'était moi qui étais trop des loulous, qu'en fait, jamais je tomberais sur quelqu'un qui me demanderait « Ouais, joue un morceau qui reflète ce que tu ressens. » Je vous jure, ça m'est arrivé. Et la personne a demandé spontanément « Ouais, d'ailleurs, joue-moi un morceau, mais pas un morceau que je kiffe, genre joue-moi un morceau, joue-moi le morceau qui reflète ce que tu ressens là, tout de suite. » Quand je dis dans la tête, je me suis dit « On me drague. » Non seulement ça m'a fait chaud au cœur, je vais pas mentir, c'est la première fois où j'ai senti que quelqu'un s'intéressait vraiment à mon process créatif. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Parce que les trois quarts du temps, et je vais encore citer les bandeurs de créatifs, mais quand quelqu'un te dit ouais, j'aime trop les gens qui font du piano, j'aime trop les gens qui font du saxo, la question d'après c'est en mode est-ce que tu sais jouer? Et ils vont te dire leur morceau préféré. Parce que eux, le seul truc qui les intéresse, c'est comment toi tu seras capable de retranscrire leurs rêves. Mais pas comment toi tu retranscris tes propres émotions. Et c'est ça que je trouve un peu égoïste dans les bandeurs de créatifs, sans s'en rendre compte, puisqu'ils font ça de manière inconsciente. Mais du coup, c'est un peu voir l'artiste comme un trophée. Comme, ouais, regardez, mon copain il sait faire ça, ou ma copine elle sait faire ça, ha ha ha. Mais dans le fond, vraiment dans le fond, si tu vas en profondeur, la personne ne s'intéresse pas vraiment. Et moi, c'est ça qui fait qu'il y a un décalage aujourd'hui dans les relations amoureuses, en fait. Et le dernier thème que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est le rapport par rapport aux goûts musicaux. Vraiment le rapport par rapport aux goûts musicaux, est-ce que si tu as les mêmes goûts musicaux que ton partenaire, ça va être la même chose ou pas. C'est vraiment quelque chose qui m'intrigue parce que j'ai eu deux types de relations. J'ai vraiment eu des relations où on avait les mêmes goûts musicaux et des relations où on avait des goûts musicaux différents. Et du coup, ça m'a donné vraiment une vision où en fait, je trouve qu'il y a du bien dans les deux. Je trouve que le mythe, il faut que tu sois avec quelqu'un qui a exactement les mêmes goûts musicaux que toi. Ça peut être aussi quelque chose de destructeur. Parce que moi, je sais que dans mon cas, mon premier amour, on avait pas mal de goûts musicaux en commun, mais un goût musical qu'on a pris l'habitude d'écouter juste ensemble, c'est le compas. Vous voyez, on écoutait grave les mix de compas sur SoundCloud, donc les mix qui durent des heures et des heures et des heures. Et du coup, ça fait que, comme c'est un style que j'aimais bien déjà de base personnellement, mais c'est un style que j'ai vraiment développé dans cette relation. Quand la relation s'est terminée, faut voir comment j'étais trigger à chaque fois que j'entendais un son de compas. Je vais être honnête avec vous, pendant 2 ans, j'étais incapable d'écouter du compas, genre, et je ne rigole même pas. Peut-être c'est déjà mon hypersensibilité parce que voilà, je suis mélomane et que là, sur le coup, il y avait énormément de souvenirs associés à ce style de musique, mais ça me faisait mal. Genre vraiment, je pense que post-rupture, j'ai passé les 2 années les plus dures en termes de goûts musicaux, si je peux dire ça comme ça, parce que il y avait des chansons qui me triggeraient, mais vraiment de l'espace. Alors qu'à l'opposé, quand je suis sorti avec quelqu'un qui avait des goûts musicaux, mais quand je vous dis à l'opposé des miens, mais vraiment, vraiment à l'opposé des miens. Ça veut dire la personne a écouté de la techno, des styles de musique que je n'écoute pas du tout. Cette personne-là, c'était un artiste plus dans le visuel, donc peindre, dessin ou même créer des meubles, etc. Donc on connectait beaucoup sur ça, mais pas du coup un artiste musical, tu vois. Et donc ça fait que j'avais aucun enjeu à forcément avoir les mêmes goûts musicaux que lui, etc. Puisqu'il y avait quand même le truc on partage tous les deux un côté où on est artiste, donc ça nous suffit. Par contre, le jour où cette relation s'est terminée, faut voir comment ça m'a littéralement rien fait niveau goûts musicaux. Je pense que j'ai été heureux de ne pas être autant trigger qu'après ma première rupture. Parce que je crois que vous ne réalisez pas à quel point, genre, associer un goût musical à une personne, c'est vraiment le cadeau le plus empoisonné que vous pouvez vous faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que ça met énormément de temps. Moi, j'ai cru que j'allais jamais réussir à réécouter du compas. Je vous rassure, aujourd'hui, j'ai mes playlists, ça me fait plus rien, ça me fait ni chaud ni froid. Mais ça m'a mis beaucoup, beaucoup de temps. Et bon, c'est pour ça que c'est peut-être pessimiste de voir ça, parce qu'en gros, j'ai pas envie de vous encourager à sortir avec quelqu'un qui a des goûts musicaux opposés, parce que comme ça, si ça finit, clac, vous serez safe. Non, je pense que il faut pas choisir la sécurité. Ça m'a aussi appris à aimer sans la musique. Moi, j'ai pas besoin de le dire, vous savez que je vis musique, je mange musique, je parle musique. Et je pensais que j'aurais du mal à aimer quelqu'un s'il n'y avait pas la musique au cœur. Finalement, non, j'ai découvert une facette de moi qui avait énormément d'amour à donner, indépendamment de la musique en fait. Bien sûr, je sais que si je me mets avec quelqu'un qui écoute de la musique qui est proche de la mienne, on sera plus connecté. Mais je sais que déjà mon cœur il est prêt à dissocier cette personne-là. Mais voilà, je pense qu'il y a du bien et du mauvais dans les deux. Il y a du bien et du mauvais dans les deux. Donc ne vous fermez à aucune relation. Ne vous dites pas il faut absolument que j'ai quelqu'un qui ait les mêmes goûts musicaux que moi. En mode s'il n'a pas les mêmes goûts musicaux que moi, c'est un red flag. Je pense pas du tout. Laissez votre esprit ouvert en fait.
L'amour, ça peut vous surprendre à n'importe quel coin de rue. On va dire, tant que tu es ouvert à accepter l'amour dans n'importe quelle forme, et bah, tu pourras toujours amener quelque chose à la table, en fait. Toujours amener quelque chose de différent, amener quelque chose d'unique. Enfin, chaque expérience amoureuse est unique et il faut se donner l'opportunité de vivre chaque expérience et justement de ne pas trop se monter la tête avec cette personne-là elle a trop de red flags. Bien sûr, en fait, il faut avoir des boundaries, il faut avoir des standards et ne pas descendre en dessous des standards. Mais après, il faut laisser un peu de spice en fait. Il faut laisser l'opportunité aussi de spice it up votre relation, de vous rapprocher des personnes auxquelles vous ne serez pas forcément approché de base parce que aussi vous pouvez être énormément surpris en amour. Et je pense que la leçon de l'amour, c'est ça, c'est laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre parce que vous allez découvrir des facettes de vous que vous connaissiez même pas. Et c'est des facettes de vous qui n'auraient jamais existé si vous ne seriez pas laissé tenter à ça. Après, cette vidéo, elle est très très love, tout ça et tout. Par contre, il faut rappeler les bases. Si j'ai mis autant de temps à faire cette vidéo, c'est parce que je suis dans une haine envers les hommes qui dépasse l'entendement. Donc, rappelons quand même les bases que men are trash. Si vous pouvez sortir avec le sexe féminin, vraiment foncez parce que le culot des hommes, l'ego des hommes, vraiment, je peux plus. Je peux vraiment plus. Mais bon, écoutez, c'est les expériences de la vie et en tout cas, ça fait du bien de parler d'amour, ça fait du bien de sortir cette vidéo. Je sais que l'amour c'est un sujet super touchy, mais déjà donnez-moi votre avis sur est-ce que vous êtes team sortir avec des gens qui ont les mêmes goûts musicaux que vous ou team sortir avec les gens qui ont des goûts musicaux différents ou opposés. Et j'aimerais bien vous raconter aussi vos expériences amoureuses en tant qu'artiste. Aujourd'hui, c'est quoi vos challenges quand vous êtes artiste en amour en fait? C'est quoi le truc qui fait que ça va fonctionner, pas fonctionner? J'aimerais bien savoir ça. Dites-moi en commentaire, envoyez-moi des mails. Vous avez toutes les infos dans la description comme d'habitude. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. C'est complètement gratuit. Ça vous permettrait de montrer votre amour pour moi. En tout cas, la Doremi Family, je vous fais des bisous. D'ailleurs, je ne sais pas si vous validez, mais moi, Doremi Family, c'est vraiment le nom que je kiffe donner à cette communauté. Dites-moi aussi si vous validez ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye!